Salut Laetitia, Salut bienvenue Stéphane. dans Cartes sur table. On est là pour parler de ton métier. Donc tu es Laetitia Wyss, chef-feu, et tu as ouvert un restaurant qui s'appelle La Femme du Boucher à Marseille. C'est ça. Et justement, ce restaurant, tu l'as ouvert autour du 15 août, je crois, enfin 17, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quoi ton état d'esprit à l'heure où on se parle par rapport à ton métier et à cette situation? Forcément, je suis triste, mais je reste très positive parce que je trouve que les gens jouent énormément le jeu, que ce soit en termes de clientèle, alors que la mienne n'est pas vraiment assise, vu que j'ai très peu d'ouverture. Mais les gens sont là, les fournisseurs viennent, ils nous soutiennent. Je trouve que globalement, il y a quand même une belle histoire d'humain malgré tout le reste, quoi. Donc, j'essaye de garder le sourire parce que je pense que c'est important pour tout le monde, même si des fois j'ai envie de tout casser, mais ça fera pas avancer le bazar. Donc, voilà. Alors toi, tu as même pas un an de bilan. Très concrètement, au niveau de ta trésorerie, de tes charges, comment tu gères tout ça? Contrairement à la majeure partie de mes confrères, j'ai eu la chance d'ouvrir après le confinement et d'anticiper un peu une éventuelle deuxième vague de fermeture. Et donc j'avais anticipé la trésorerie, j'avais demandé un report de crédit aussi, donc je suis moins prise à la gorge et puis j'ai pas vécu la première, c'est pour ça que je me plains pas trop. Ouais, Par tu as été vraiment prudente et prévoyante, quoi, voyant tout ça. Bah, il fallait et puis de toute façon, même les banques, ça faisait partie des conditions, pour lesquelles elles me suivraient ou non. C'est-à-dire que dès le début et on parlait pas encore de confinement au moment où j'ai signé mon crédit, mais bon, les infos commençaient à s'exciter un peu autour de ce sujet-là. Ça faisait partie des critères, de signature de crédit ou pas. Donc, j'avais été obligée d'y réfléchir. Je crois que tu fais de la vente à emporter ou de la livraison. Est-ce que tu fais de ce côté-là? Bah, ce qui est difficile, c'est que déjà pour moi, c'est 2 métiers très différents en fait, traiteur et restaurateur. C'est-à-dire que typiquement les plats que je fais au restaurant, ils vivent mal la barquette quoi. Par exemple, une tête de veau sauce gribiche, réchauffée au micro-ondes en barquette, on va passer un mauvais moment donc c'est pas l'idée. Donc oui, forcément, j'essaie de me creuser un peu la tête sur des plats qui peuvent s'emporter. Après, c'est pas quelque chose que je mets en avant parce que c'est quelque chose qui me rend pas heureuse, tout simplement. Alors, la situation que les restaurateurs vivent depuis mars, là, oblige à se réinventer. C'est quoi aujourd'hui, toi, ta vision du restaurant en temps de crise? C'est difficile de parler de se réinventer dans la mesure où j'ai pas encore inventé mon restaurant vraiment et j'ai pas, j'étais déjà sur quelque chose d'instable et de pas solide donc on va dire que j'ai un peu l'impression d'être sur un ring et de me prendre des droites, des gauches et d'essayer d'anticiper le coup d'après mais de pas y arriver donc je brode et j'avance. Après, moi, ce que j'essaye vraiment de mettre en place, mais qui est assez facile dans la mesure où j'ai une super équipe qui me ressemble et que j'ai choisi avec grand soin, c'est de surtout rester positif parce qu'en en fait, on a tous besoin, je pense, de, de soutien et d'ondes positives dans cette ambiance atroce là où tout le monde se tire dans les pattes, où on ne sait pas où on va à tous les niveaux, parce qu'on parle beaucoup des restaurateurs, mais la vision de demain aujourd'hui, elle est pas très florissante. Qu'est-ce qui t'a décidé un jour à devenir cuisinier, cuisinière? Quand j'étais petite, en fait, toute petite, ma mère m'a naïvement inscrite à Saveur à l'époque et quand je rentrais du collège, je faisais des listes de courses et puis j'essayais toutes les recettes de la revue. Donc ça a commencé comme ça. Puis j'aimais bien faire à manger à mes copines. Du coup, tous les goûters se faisaient chez moi, jusqu'au jour où ma mère m'a dit: «Mais il faut que tu fasses de la cuisine» et pour moi, c'était pas un métier. J'étais jamais allée manger dans un grand restaurant, je savais pas je savais pas ce qui m'attendait. Et elle m'a traîné un peu de force à Ferrandi et quand j'ai passé la porte de Ferrandi, je me suis dit: «Mais c'est ça ou rien, quoi». Qu'est-ce que tu retiens de ces premières années de cuisine? Est-ce que ça a confirmé ta passion, ton envie, ou est-ce que c'était plus difficile que tu le croyais? Est-ce que c'était la vie que tu imaginais? Je pense que personne peut imaginer vraiment ce que c'est parce qu'on m'avait averti que c'était difficile, que c'était pas pour les femmes, que enfin, en tout cas pas pour les filles, la petite fille que j'étais à l'époque. J'avais pas prévu ça. Heureusement, sinon je l'aurais pas fait, c'est sûr. J'ai voulu arrêter et pourtant aujourd'hui, je sais pas si c'est possible d'être,
plus épanouie que moi dans mon établissement. Je suis vraiment hyper heureuse, mais si c'était à refaire, je sais pas si j'aurais le courage. En termes de bataille et de bon, l'apprentissage, déjà, c'est l'apprentissage pur. Il y a tellement de choses à savoir, de techniques, de recettes, de noms de chefs, voilà, de choses à assimiler. C'est très dur. Et puis, plus les heures, la fatigue et ouais, l'esprit de brigade. La brigade s'en prend très souvent à la minorité, comme un défouloir. La femme est souvent minoritaire, mais ça peut être lié à la couleur de peau, ça peut être à la religion. La violence en cuisine, elle est partout et elle n'est pas seulement sur la jante féminine, même si c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Le harcèlement sur le plongeur ou sur voilà, sur celui qui a une peau plus mate que l'autre, toutes ces choses-là, c'est quand même récurrent et ouais, je pense que c'est une bataille de tous les instants et ça va finir par le respect d'autrui. Malheureusement, c'est pas seulement un sujet de cuisine, mais c'est très très ancré, quoi. Disons que c'est normalisé, donc c'est un souci. Hmm. Qu'est-ce qui t'a fait tenir au milieu de tout ça? Des rencontres. À chaque fois que j'ai voulu abandonner, je suis tombée sur des chefs qui m'ont fait changer d'avis. Je pense notamment à Alain Dutournier, qui est probablement très loin d'imaginer le virage qu'il m'a fait prendre, parce qu'à l'époque, je m'étais vraiment dit, c'est mon dernier stage, après j'arrête, mais j'avais juste pas le courage de l'annoncer à tout le monde. Et si j'étais pas tombée sur lui et sur sa vision de la cuisine aussi, sa vision du respect, sa vision de l'équipe soudée, le fait de ne pas crier pendant les services parce que c'est pas nécessaire, j'aurais abandonné. Et puis après, il y a eu Thomas Brachet, évidemment. Euh, voilà, c'est des sacrés bonhommes qui m'ont montré qu'en fait, on pouvait cuisiner avec générosité et sincérité. C'est les deux mots que Thomas utilise tout le temps. Sans être nécessairement dans la violence et dans l'agression pour que... Je veux dire, la pression, elle est là d'elle-même pendant le service, donc c'est pas la peine d'en rajouter une couche, quoi. Et alors maintenant que tu es chez toi, comment tu vis cette vie du restaurant avec des moments de tension, forcément, des moments de raté, des exigences? Comment tu t'en sors? Euh, c'est tentant de crier, franchement, c'est tentant de crier quand on est fatigué et quand on est énervé. Donc je comprends que ce soit une issue facile et voilà, je prends beaucoup sur moi. C'est de l'huile sur le feu en permanence, quoi. C'est tout le temps, faut tout surveiller, faut faire attention à tout, aux bonnes livraisons, aux fournisseurs qui sont pas précis. En fait, le restaurant, c'est vraiment un château de cartes, quoi. Il suffit qu'il y en ait un dans la journée qui fasse une connerie, et Dieu sait que ça arrive tous les jours, pour que le service soit bancal, quoi. C'est fragile. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions? Je pense qu'il faut juste laisser les restaurateurs travailler librement en considérant qu'ils font tous du mieux qu'ils peuvent. Après, si les gens sont pas disciplinés, c'est pas de la faute des restaurateurs, quoi. Enfin, si les clients, je veux dire. Voilà, c'est ce qu'on aimerait, c'est pouvoir travailler correctement. Est-ce que tu as peur dans l'avenir là aujourd'hui ou est-ce que tu restes confiante? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Non, moi je suis confiante, je pense vraiment que c'est une vague qui va passer et je suis obligée de penser comme ça, sinon je me mets en boule sous la couette et je pleure tous les soirs. Je dis pas que c'est pas arrivé, mais maintenant j'essaye de d'y croire parce que euh, j'ai le restaurant dont je rêvais, j'ai une belle équipe, j'ai des fournisseurs de folie. Je suis obligée d'y croire. Tu parlais d'autres chefs tout à l'heure qui ont plus de bouteilles et qui sont un peu à la tête de lutte pour les restaurants aujourd'hui, mais c'est des mecs qui ont plus de bouteilles et qui ont plus de lassitude que moi, donc je peux comprendre aussi qu'ils en aient vraiment ras la casquette, quoi. Moi, ça fait 2 mois et demi que j'ai ouvert, ça fait 2 mois et demi qu'on me balade, mais je suis pas encore usée. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant ça va. Donc je suis positive et j'y crois parce que je pense que même en temps de guerre, enfin là en l'occurrence c'est une pandémie, mais les gens ont toujours besoin de manger, des autres. Ils ont besoin d'ambiance, ils ont besoin de bruit, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de musique. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. C'est la France, la bouffe, quoi. On ne peut pas nous enlever ça, c'est horrible. Merci Laetitia. Merci Stéphane.